Camille Prigent qui vient de nous rejoindre, fondatrice d'Investir Éthique, un média dédié à l'investissement responsable. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Parce que l'ISR, c'est vrai, attire de plus en plus de flux de collecte et parce que l'ISR apporte de plus en plus de performances financières également. D'ailleurs, dans l'ISR, c'est très large, l'ISR. Il y a les marchés financiers, il y a l'immobilier, il y a peut-être aussi le financement participatif. Vous allez nous dire comment en tirer le meilleur de ce financement participatif et vous nous direz si le crowdfunding, le crowdlending peuvent faire partie de la thématique socialement responsable. D'abord, franchement, en pleine crise, c'est le meilleur moment de pour se lancer dans le financement participatif, le crowdfunding, le crowdlending. En tout cas, il semble que les Français le pensent, puisqu'on n'a pas encore les chiffres évidemment sur toute l'année 2020, mais déjà on sait que la collecte sur le premier semestre, elle est en hausse. La collecte, elle est de 320 millions sur le premier semestre, donc c'est plus 30% par rapport à la même période en 2019. Et en 2019, il y avait déjà une hausse par rapport à 2018 et ainsi de suite. Je pense que ce qui attire les épargnants, c'est la possibilité d'investir dans des projets locaux, des projets peut-être à plus petite échelle que ce qu'ils peuvent faire quand ils sont en bourse. Mais c'est aussi des rendements qui sont quand même attractifs puisque sur le prêt participatif ou l'investissement en obligation, il y a très peu de projets qui sont à moins de 4%, donc c'est des rendements qui sont très intéressants. Dans l'immobilier, on est même à une moyenne de 9%, donc c'est vraiment élevé. Et sur les autres formes de financement participatif, comme par exemple l'investissement en actions, le crowdfunding equity, eh bien on a aussi un avantage fiscal qui peut attirer certains investisseurs. Intéressant. Est-ce que c'est de la finance responsable ? Est-ce que l'investissement participatif, le financement participatif, c'est de l'ISR ? En tout cas, il peut être un investissement responsable. Aujourd'hui, les plateformes de financement participatif françaises, elles sont de plus en plus nombreuses à afficher une approche responsable. Je pense que vous connaissez la certification B Corp. Pas encore, mais je sens qu'on va la découvrir. C'est une certification qui permet de montrer que l'entreprise répond à des objectifs sociétaux. Donc ça ne concerne pas du tout seulement le financement participatif, mais c'est toutes les entreprises. Et il y en a plusieurs plateformes en France qui ont cette certification, comme par exemple We Do Good ou Lita. Lita, c'est aussi une plateforme qui est labellisée Finansol, sachant que Finansol, c'est l'association de promotion de la finance solidaire. Donc, ces plateformes, elles affichent vraiment une démarche responsable. Il y a aussi un label qui a été créé il y a 3 ans, qui est le label Financement participatif pour la croissance verte. Et ce label, il est un peu spécial puisqu'en fait, il va faire en sorte que les plateformes deviennent labellisatrices elles-mêmes et qu'elles puissent ensuite apposer le tampon sur les projets verts. Aujourd'hui, il y a 21 plateformes françaises qui ont ce label, enfin qui sont labellisatrices. Et qui s'auto-labellisent Non, elles s'auto-labellisent. Elles ne sont pas jugées parties quand même. Non, pas du tout. Elles peuvent déposer un dossier pour devenir labellisatrices. Pour ça, évidemment, il faut qu'elles répondent à un cahier des charges. Et ensuite, si elles proposent des projets qui sont en lien avec la croissance verte, donc notamment les énergies renouvelables, elles peuvent mettre ce label sur ces projets. Donc, il y a des plateformes généralistes qui sont labellisatrices. Il y a aussi des plateformes spécialistes. J'ai parlé des énergies renouvelables. Donc, on a par exemple Enerfip ou Landosphère qui sont spécialisées dans les énergies renouvelables qui sont labellisatrices. Et on a aussi des plateformes spécialisées dans le vin qui font partie de ces plateformes labellisatrices. Dans tous les cas, label ou non, les plateformes elles sont de plus en plus nombreuses à proposer aux épargnants de trier les projets en fonction de leurs convictions, c'est-à-dire trouver des projets, par exemple, si on veut réduire son impact sur l'environnement, si on veut avoir un impact social ou financer la santé, l'alimentation durable, etc. C'est intéressant. Et vous avez cité quelques projets qu'on peut financer également, des projets responsables. On peut en citer quelques-uns, Camille ? Bien sûr, on peut en citer quelques-uns. J'en ai vu 3 qui sont assez intéressants, qui sont actuellement en financement. Le premier, la collecte sera finie en janvier 2021. Oui. C'est un projet sur la plateforme WeSeed. Donc, il y a 500 000 € recherchés pour Agripolis. C'est une entreprise parisienne qui fait des fermes urbaines. D'accord. Donc, ça permet de produire des aliments en consommant moins d'eau et sans utiliser de pesticides. On a aussi dans les énergies renouvelables Landosphère avec une campagne de la Française de l'énergie à Béthune qui recherche plus de 2 millions d'euros pour valoriser le gaz de mine dans le réseau de chaleur. Donc, ce qui permettrait que le gaz ne s'échappe pas dans l'atmosphère mais qu'il soit valorisé. Oui. En faire quelque chose. Exactement. Oui. Et on a un autre projet qui est intéressant, donc celui que je viens de citer, collecte terminée en décembre 2020, donc il reste encore quelques jours. Et le dernier que je vais citer, la collecte, elle se termine aussi en décembre 2020.
C'est un projet sur l'ITA. Il y a 300 000 euros. Quoi ? LITA. Un projet sur l'ITA. C'est une plateforme. Une plateforme. Ah d'accord. Pardon, je n'avais pas compris. D'accord. Et les 300 000 euros sont recherchés pour Solidarité Nouvelle pour le logement. Donc ça, c'est une entreprise francilienne qui crée des logements d'insertion et qui les loue à des personnes qui sont en situation de grande précarité. Voilà quelques exemples de projets que vous pouvez financer à travers le financement participatif. On le disait, les rendements rarement en dessous de 4%, c'est quand même intéressant. On verra si ces rendements tiennent avec la crise actuelle, mais la collecte est là encore cette année malgré cette crise, et c'est dans l'immobilier, dans le crowdfunding immobilier que les rendements sont les plus élevés. Vous nous dites, ces dernières années, en moyenne 9% par an. Oui. Pas mal. L'immobilier, souvent, ça pollue. En tout cas, c'est le secteur qui émet le plus de CO2. On peut faire du crowdfunding immobilier responsable ? On peut. Évidemment, c'est pas tous les projets qui sont dans l'immobilier responsable. Souvent, les projets, ils mettent en avant ce rendement exceptionnel et pas forcément les caractéristiques durables. Mais ça existe, les projets de crowdfunding immobilier durable, dans le logement social, comme je viens de le citer, mais aussi dans les projets d'éco-conception, par exemple. Et vous le savez, la réglementation dans l'immobilier, de toute façon, elle devient de plus en plus stricte. Donc, même les projets de construction qui vont se faire demain, ils seront plus propres, seront plus verts, meilleurs pour l'environnement, moins consommateurs d'énergie. On utilise de plus en plus de bois, etc. Et donc voilà, l'offre elle-même va faire que les financements seront de plus en plus positifs également. C'est malgré tout un peu risqué, le crowdfunding, le crowdlending. Faut quand même le rappeler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Le rendement n'est pas garanti d'ailleurs. Bien sûr, le rendement n'est pas garanti, et quand on propose un rendement aussi attractif, ça ne peut pas ne pas être risqué. Plus le rendement va être élevé, plus le rendement espéré va être élevé, plus ça va être risqué. En fait, il y a plusieurs risques qui existent quand on investit en crowdfunding. Quand on investit en actions, le principal risque, c'est de ne pas récupérer sa mise, puisque le placement n'est pas du tout liquide comme un investissement en bourse, donc on ne peut pas décider de sortir quand on veut. Quand on vous dit en action, c'est au capital des entreprises. Oui, tout à fait. Il y a aussi évidemment une problématique de défaut qui peut exister. Bien sûr. Là, le taux de défaut, il était historiquement assez bas dans le financement participatif, autour de 1%, voire inférieur à 1%. Mais avec le Covid, c'est possible que ce taux de défaut augmente. On a eu les premières estimations qui tablaient sur 3% pour les projets dans l'immobilier. Donc on ne sait pas encore évidemment ce que ça va être, mais ça devrait augmenter. Et il y a aussi un autre risque, c'est le risque de retard dans les projets. C'est vrai. Puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été en pause cette année. Donc évidemment, il y a un risque que les paiements soient retardés. Peut-être une dernière information. Il nous reste 15 secondes, Camille. Oui, je finirai là-dessus. Justement, pour gérer cette question du risque, il y a une initiative qui a été évoquée par l'association Financement Participatif France, qui est la création d'un fonds de garantie pour les projets de financement participatif. Ce fonds, il serait abondé à la fois par les plateformes, par les investisseurs et par les porteurs de projets. Pour garantir en partie le capital de ceux qui investissent, en échange d'un moindre rendement pour le coup. Tout à fait, ça ne pourra pas se faire en gardant les rendements actuels. On en est où là ? C'est encore en cours de construction ? C'est en discussion, voilà. Bon. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour l'association. Ce monde du financement participatif aussi qui tente de se constituer davantage et de rassurer aussi les investisseurs potentiels pour démocratiser ce mode de financement. Merci beaucoup Camille d'être passée nous voir. Camille Prigent, fondatrice d'Investir Éthique.